Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui, qu'on soit réunis en présentiel ou virtuellement. Donc, il y a une soixantaine de personnes qui sont connectées avec nous virtuellement. Donc, j'inviterai mes invités à bien parler dans le micro parce que c'est la manière qu'on peut entendre en ligne. Aussi, je voudrais mentionner que cet événement-là va être autant en français qu'en espagnol. Donc, si vous avez besoin d'interprétation, que ce soit dans la salle ici ou en ligne, donc ici, vous pouvez aller derrière pour obtenir un casque d'écoute et en ligne sur Zoom, comme à l'habitude, le petit globe dans le bas de votre écran. Donc, cet après-midi, j'aurai l'occasion d'échanger avec nos invités qui ont des parcours, des expériences différentes. Ils et elles pourront partager leur vision, leurs revendications, puis leurs perspectives quant à la préservation, puis la gestion de la biodiversité. Donc, j'aimerais remercier nos panélistes qui sont parmi nous. Je vais pouvoir vous les présenter au fur et à mesure que la discussion progresse. J'aimerais quand même spécifier qu'on a eu une annulation hier, donc une membre du réseau des femmes autochtones de l'Amérique latine pour la préservation de la biodiversité devait se joindre à nous, mais malheureusement, elle ne pourra pas être aujourd'hui avec nous. Donc, ceci étant dit, je suis certaine qu'on va quand même avoir des discussions riches avec la présence en personne ou en format virtuel de nos 6 intervenants et intervenantes. Donc, je rappelle que c'est un événement hybride si vous ne l'aviez pas déjà remarqué. Donc, je salue la présence des gens qui se sont joints à nous en ligne. N'hésitez pas à nous faire signe s'il y a quoi que ce soit au niveau technique aussi. On a une équipe qui vous appuie à ce propos. Donc, la formule que je vous propose aujourd'hui, ça consiste d'abord en une discussion entre nos invités, par la suite une période de questions avec nos participants. Donc, dans la salle comme en ligne, vous allez pouvoir poser vos questions. Puis, ça devrait être une durée de 1h45. On va pouvoir poursuivre la discussion par la suite lors d'un cocktail. Donc, sans plus tarder, lançons-nous dans le vif du sujet. Donc, j'aimerais commencer par savoir, selon vous, quelles sont les richesses et les menaces de la biodiversité dans votre communauté. Donc, on peut commencer localement au Québec avec Benoît Croteau qui est avec moi ici. Donc, vous êtes directeur territoire et environnement, secteur Picogan pour la Première Nation Abitibi-Winnie. Donc, j'aimerais t'entendre sur les richesses et les menaces de la biodiversité dans ton communauté. Merci. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Évidemment, pour ce qui est des richesses dans la communauté, concernant la biodiversité, il y a la biodiversité elle-même, du moins ce qui en reste. Les collaborateurs avec qui on travaille, c'est-à-dire différentes universités, différentes industries qui veulent bien participer avec moi à la conservation de la biodiversité. Le savoir actuel, le savoir passé, pour ce qui est des richesses, les gens qui travaillent à la conservation et l'implication du milieu via différents comités. Ceci étant une petite liste des richesses, allons vers la plus grande liste au niveau des menaces. La perte de savoir des aînés avec le temps aussi est une bien triste menace. Le développement forestier, le développement minier, le développement du territoire de façon générale, le récréotourisme. Il y a aussi beaucoup de conflits d'usage en lien avec les autres utilisateurs. Évidemment, on parle de changement climatique, la migration vers le nord de certaines maladies, la migration d'espèces envahissantes, puis la migration aussi de d'autres espèces qui n'étaient pas là avant. J'ai pas mal fait le tour des richesses et des menaces pour ce qui est de la Première Nation Abitibi-Winnie. Parfait, merci beaucoup. Donc ça, c'est vraiment une réalité qui est ancrée dans le contexte québécois-canadien, mais j'aimerais peut-être aller en Amérique latine maintenant. Donc plus particulièrement au Pérou avec Sadia Ahumad, donc, qui est en ligne. Donc, vous êtes présidente du chapitre péruvien de l'Association des femmes unies pour la défense de l'environnement, de l'eau du lac Titicaca, pour les richesses et les menaces en termes de biodiversité dans votre communauté. Sadia, est-ce que vous pourriez m'en parler un petit peu plus? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Sadia Ahumad. En esta oportunidad estoy hablando a nombre de la organización Red de Mujeres Lideresas Unidas en Defensa del Lago Titicaca.
1, Perú. Bueno, inicialmente yo quisiera mandar un saludo y un reconocimiento, ¿no?, a la Secretaría Internacional del Agua por el trabajo que han hecho en consolidar el Pacto Azul, ya que para nosotros es muy importante a nivel de la cuenca del Titicaca que en estos espacios en donde de alguna manera se pueda seguir discutiendo y trabajando estos temas. ¿Aló, me escuchan? Oui, on vous entend très bien. Bueno, como les comentaba, en todo caso mi intervención va a ser muy corta, ¿no? Primeramente, como les comentaba, para nosotros es muy importante que hagan estos espacios en donde de alguna manera se nos puede escuchar sobre la problemática que nosotros estamos viviendo acá con respecto al tema de la contaminación y también sobre todo, ¿no?, al cambio climático, porque si bien es cierto, de un tiempo a esta parte todo esto ha ido acelerando y más afectando no solamente a nuestros espacios, nuestros ecosistemas, sino también a las mujeres, porque ellas son las principales que están en contacto con el agua. Y para nosotros el agua es vida, el agua es saber, el agua es conocimiento, y sin ese elemento vital nosotros no podemos de alguna manera vivir. Y acá en la región de Puno tenemos mucha diversidad en cuanto a lo que es nuestra flora, nuestra fauna. Aún todavía creo que podemos gozar de esas cosas que podrían ser 100% naturales y orgánicas, pero que últimamente también somos una zona de bastante producción de lo que son los materiales, en este caso de lo que es la minería. Pero si bien es cierto, la minería es desarrollo, pero también hay, digamos, sitios en donde se está viendo contaminado nuestros espacios debido a lo que es la minería ilegal, la minería informal, y no solamente eso, ello también está conllevando a contaminar nuestras cabeceras de cuenca, ya que si no tenemos agua no podemos hablar de biodiversidad, ni de nuestra flora ni de nuestra fauna, y eso implica que de alguna manera eso afecte no solamente en cuanto a la producción de nuestros alimentos, sino que también eso afecta en la vida y en el día de la persona, porque hay muchas personas que viven en cabeceras de cuenca y que lamentablemente todo ese agua está siendo contaminado por mercurio, por plomo, por arsénico que las personas tienen en la sangre, y eso es un tema que lamentablemente desde nuestro estado no se puede hablar. No hay apoyo, no hay políticas públicas que respalden ese tipo de trabajos formales, y todo eso conlleva que nuestros suelos se estén degradando, nuestros suelos estén contaminados y sobre todo nuestros alimentos no sean de calidad. Acá, como les digo, en algunas partes de la región de Puno hay sitios que no hay minería y hay vida, pero en los sitios que la minería está interviniendo está contaminando todo nuestro agua, todos nuestros suelos, y a raíz de eso tal vez en esos sitios no se puede trabajar con lo que es el tema de la reforestación, del hábitat, de la recuperación de los espacios, y es un tema, digamos, preocupante, sí, es un tema que ya está en nuestra agenda tanto local, regional y nacional, pero que hasta el momento no hay, digamos, el accionar por parte de nuestra autoridad. En este caso, como ahorita estamos pues en una crisis política lamentablemente, y todos estos temas que ya se estaban trabajando se quedaron en un vacío, porque hasta el momento no hay nada para continuar este trabajo, y como les indicaba, no tenemos ni el respaldo ni el compromiso, y es a raíz de eso que se organizan las organizaciones, tanto de mujeres, de jóvenes, para de alguna manera hacer que nuestro lago Titicaca vuelva a tener vida y que nosotros realmente podamos seguir en esa lucha, en ese accionar de seguir trabajando. Merci beaucoup, Sadia. On voit comment la préservation de la biodiversité est transcendante pour notre société, nos communautés, et les femmes en particulier aussi. Merci beaucoup pour votre réponse. J'aimerais aussi avoir une perspective africaine sur la question. Donc, je me tourne ici vers Maoussé Ontonji, qui dirige depuis 2010 l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement au Bénin, qui travaille sur le développement de projets dans le secteur de l'adaptation et de l'atténuation au changement climatique, de l'agroécologie et de l'éducation environnementale. Donc, est-ce que vous pourriez me parler des richesses, des menaces au Bénin concernant la biodiversité? Très bien, merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'être ici et de partager ces moments avec vous. Souvent, quand on parle de parler de la biodiversité, lorsqu'on est en organisation de la société civile, le danger qu'on a tout de suite, c'est de parler des problèmes.
Mais il faut dire que d'abord, la biodiversité dans nos pays africains, c'est d'abord une question d'économie, c'est une question de vie pour les personnes. Donc en termes de richesse, que ce soit dans mon pays, le Bénin, mais dans tous ces pays ouest africains, la biodiversité nourrit en réalité des millions de personnes, des millions d'hommes, de millions de femmes et de millions d'enfants. Et c'est de là que viennent alors les dangers, parce qu'on est censé vivre de la biodiversité, et le danger, c'est d'abuser donc de l'usage qu'on en fait. Par exemple, quand on prend les questions de biodiversité dans nos différents pays, on parle de forêts. Or, les forêts, c'est un certain nombre d'espèces. L'exploitation industrielle qu'on peut avoir vers l'exportation, par exemple, du bois vers les pays d'Asie, c'est plutôt nouveau dans nos différents pays. L'exportation vers l'Asie des bois qui ont en moyenne 60, 100 ans de vie deviennent un danger pour la biodiversité. Lorsqu'on parle des montagnes, alors au Bénin, on a une région centrale, on a beaucoup de montagnes. La biodiversité dans ces milieux de montagne constitue une opportunité financière pour les communautés, mais derrière, l'exploitation des roches vont devenir, si on ne fait pas attention, une menace ou un danger aussi pour l'équilibre de l'écosystème. On parle de la faune, idem, on a plus de 395 espèces dans ce secteur-là, mais le tourisme qui rapporte de l'argent pour les communautés, ça peut aussi devenir un danger parce qu'on va toucher à l'équilibre de ces espèces dans ces parcs protégés ou pas. Lorsqu'on va sur le domaine des insectes, alors moi j'ai découvert il y a quelques années qu'il y avait le trafic des insectes dans pas mal de pays d'Afrique de l'Ouest. Alors vous vous demandez, mais le trafic d'insectes, c'est tout faire. Je vous donne l'exemple du scorpion, simplement. Le scorpion est d'une certaine utilité dans l'équilibre alimentaire, mais vous avez le trafic du venin de scorpion vers des pays d'Asie. Donc quand vous vous mettez, parce que c'est une opportunité financière d'aller en forêt, capturer les scorpions et les vendre, ça devient un danger pour nos communautés. Vous avez la question du pâturage. C'est très simple, mais dans nos pays, c'est des sources de conflit entre les peuples qui veulent aller vers du pâturage et ceux qui sont des agriculteurs sédentaires et qui n'ont pas besoin que cette question leur soit arrachée. Donc quand on parle, comme je le dis souvent, de biodiversité, c'est toujours intéressant de voir la question économique derrière, mais de voir comment, lorsqu'on en abuse, ça peut toucher pas mal de populations. On peut multiplier comme ça les exemples de la biodiversité qui font vivre nos communautés, mais dont l'exploitation abusive peut être un danger et une menace pour celles. Merci beaucoup pour cette réponse-là. Donc, je comprends que la protection de la biodiversité, c'est une autre façon aussi de protéger et de prendre soin de nos communautés et que l'un ne va pas sans l'autre. J'aimerais savoir comment vos organisations ou communautés s'organisent pour préserver la biodiversité. J'aimerais me tourner en ligne. Je veux juste confirmer que Mme Mendoza est bien connectée. Est-ce qu'on peut me confirmer si elle est bien là, Catherine? Est-ce que Wilma est connectée? Oui? Génial. Oui, parfait. Alors, j'aimerais commencer par Wilma Mendoza, qui est présidente de la Confédération nationale des femmes autochtones de la Bolivie et qui est une collaboratrice du CECI. Donc, Madame Mendoza, comment la préservation de la biodiversité prend forme au sein des femmes autochtones en Bolivie? Primero que nada, agradecer a todos por el espacio, a CECI por organizar este tipo de eventos, que es muy importante para visibilizar nuestras actividades que hacemos nosotros con el tema de protección de la biodiversidad. Primero, que las mujeres vivimos dentro de los territorios colectivos, que ejercemos derechos colectivos, entonces por lo tanto vivimos en comunidad. Tenemos nuestras normas propias, donde se tiene que cumplir, por ejemplo, para poder mirar nuestro territorio,
que está organizado, ¿no? Donde hacemos agricultura, donde tenemos la ganadería, donde tenemos nuestras áreas protegidas, cuánto de kilómetros tiene que estar protegido dentro de los vertientes de agua, como decimos los ojos de agua. Son los espacios de nuestras reuniones comunales, ¿no? Donde las mujeres participamos. Es el primer espacio donde miramos toda esta integridad que tenemos, qué es lo que está pasando dentro del territorio, qué es lo que no está pasando y qué es lo que nos amenaza, ¿no? Segundo, pues, de acuerdo a nuestras normas, tenemos nuestros consejos de caciques, se llaman, ¿no? Específicamente voy a dar un ejemplo de mi pueblo, el pueblo Moncetén. Entonces, un espacio de consejo de caciques donde todas las autoridades de las comunidades que aglutinan a esta organización del pueblo indígena Moncetén y también la organización de mujeres indígenas moncetenas, cada 20 de cada mes se reúnen automáticamente, ¿no? Para poder mirar las amenazas que tenemos dentro de los territorios y mirar también estos peligros que corren nuestras áreas protegidas que tenemos dentro de las comunidades. Y de esta manera también se actúa en los otros territorios que son colectivos, por ende al cual yo también represento, ¿no? Vengo de territorios colectivos. Entonces esa es la forma de proteger a nuestro equilibrio que tenemos dentro de la casa grande, que lo denominamos nosotros, ¿no? También la otra forma es, como tenemos toda una estructura orgánica, tenemos otra instancia a nivel regional que es ya más departamental, donde se encuentran, por ejemplo, el Departamento de La Paz tiene una regional que es la CEPILAB, la del nivel de las mujeres, que es la CEMILAB, que se encuentra en 8 pueblos indígenas. Entonces ahí es el otro espacio para debatir más temas políticos, más amenazas que vienen por parte de las políticas públicas y todo lo que concierne a los efectos, a los impactos. Entonces ahí se trazan, digamos, las políticas. Ahí son donde se consensúan qué acciones vamos a tomar para poder defender el área que está dañado, ¿no? Y a nivel nacional se tiene la Confederación de los Pueblos y también estamos nosotros, la Confederación Nacional de Mujeres, llega a esta instancia. Esa es la forma en lo que nosotros vamos haciendo notar qué es lo que está pasando dentro de nuestros territorios y qué acciones vamos a determinar para poder defender estos territorios que ya lo mencionaron, que se pierde y que son amenazados por las políticas públicas, primero que nada, por estos temas extractivos, y luego hoy en día pues hay mucho avasallamiento, cada año se pierde el bosque por la quema, ¿no? Este año hemos perdido más de 11.000 hectáreas de bosque, entonces, pero que esto directamente viene a afectar a los territorios, ¿no? Porque la mayor parte de los territorios indígenas hasta el momento se ve todavía que está conservado, no está tan desequilibrado, ¿no? Pero estas políticas públicas están haciendo desequilibrar a esta casa común, porque, bueno, por eso vemos los impactos fuertes que tanto hablamos de la emergencia climática, ¿no? Eso es un poco que les puedo comentar de cómo nosotros nos organizamos para poder hacer defensa constante de nuestra casa común. Muchas gracias. Merci beaucoup, Wilma. Donc, ce que j'entends, c'est que les femmes sont extrêmement mobilisées aussi, puis c'est une chose de vouloir préserver la biodiversité, mais il y a aussi un double combat qui se fait pour avoir une influence au niveau politique.